Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique qui nous donne l'occasion et le plaisir de recevoir Tarek Daher, délégué général d'Emmaüs France. Tarek Daher, bonjour. Bonjour. Quand je dis nous, c'est Nicole Nisotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et une autre vice-présidente, Lucie Schmitt, vice-présidente de la Fabrique écologique. Tarek Daher, vous êtes délégué général d'Emmaüs France, vous êtes diplômé de Sciences Po, des universités Paris 1 et Dauphine, et vous avez débuté votre carrière dans le domaine du conseil, notamment dans le domaine du conseil sur les politiques publiques d'emploi et de formation professionnelle, et aussi sur les questions d'aménagement du territoire. Vous avez dirigé ensuite le Mouvement des régies pendant 7 ans, mouvement qui rassemble 130 associations, 10 000 salariés et 2500 bénévoles et qui intervient principalement dans les quartiers populaires et dans le monde rural. Vous êtes un familier de l'économie sociale et solidaire et c'est en tant que tel qu'en 2023, vous avez été recruté par Emmaüs pour y diriger l'activité française. Emmaüs, comme tout le monde le sait, fondé par l'abbé Pierre en 1949, compte aujourd'hui 300 structures indépendantes en France. Des communautés Emmaüs, longtemps espaces de non-droit, sont aujourd'hui très nombreuses et les compagnons en nombre de 5000. Emmaüs fonctionne en autonomie, ne reçoit pas de subventions, aussi porte-t-elle toujours son projet originel, celui de l'accueil inconditionnel. Parmi les activités du mouvement, des fermes pour réinsérer les détenus en leur offrant pour la dernière année de leur peine une période de travail salarié et responsable, mais aussi l'action sociale de la Fondation Abbé Pierre pour aider au logement des défavorisés, les SOS Famille Emmaüs qui luttent contre le malendettement des ménages en situation de précarité, et Emmaüs Solidarité qui coordonne à la fois accueil de jour et hébergement, généralistes et spécialisés, centres d'hébergement d'urgence et de stabilisation, maisons relais, pensions de famille, centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Depuis l'abbé Pierre, Emmaüs n'a pas cessé d'évoluer. Sans doute, vous nous direz quels sont à vos yeux les points principaux de cette évolution et comment Emmaüs s'inscrit dans cette chose étrange que peut-être vous pourriez... Enfin, étrange, je veux dire étrange parce que à la fois connu de nom, sorte d'illustre méconnu, si je puis dire, qui est l'économie sociale et solidaire, dont on apprend au hasard d'une lecture qu'elle représente 10% du PIB et dont, au fond, on serait, sans votre aide en tout cas, bien incapable, du moins je parle sous mon bonnet, de définir le contenu. Tarek Daher. Alors, merci beaucoup pour votre invitation. Avec plaisir pour démarrer par évoquer la question du secteur de l'économie sociale et solidaire. Plus qu'un secteur, ce qui est intéressant dans l'ESS, pardon pour l'acronyme, c'est que c'est un projet politique. Et c'est ça qui rassemble aujourd'hui les acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est quoi ? C'est le fait de porter un projet co-construit dans une logique de démocratie, voilà, de participation, d'inclusion des personnes qui portent ce projet-là, et avec une finalité qui n'est pas la lucrativité. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'on y retrouve quoi dans le champ de l'économie sociale et solidaire ? Vous allez y retrouver l'ensemble des associations. Voilà, donc vous imaginez bien les centaines de milliers de structures que ça représente. Mais quand on dit association, on imagine beaucoup du bénévolat, mais pas que, évidemment, beaucoup de salariat dans les associations, beaucoup de grosses associations. Il y a des hôpitaux qui sont en association, des clubs de sport qui sont en association, etc. C'est aussi tout le champ des mutuelles, tout le champ des banques coopératives, du secteur coopératif. Donc, une des difficultés de cette économie sociale et solidaire, c'est qu'elle est excessivement variée et qu'on va aussi bien y retrouver des petites structures de terrain militantes ou d'actions de proximité, comme de très grosses banques coopératives, comme le crédit coopératif. Mais c'est important d'avoir en tête que c'est quand même un contre-modèle politique, un contre-modèle économique et social, dont la non-lucrativité et la gouvernance démocratique sont deux des fondamentaux à peu près incontournables. Voilà. Et peut-être, c'est vrai, que le fait que ce soit méconnu dans le grand public, c'est parce qu'on ne lui a pas donné assez de visibilité. Est-ce que les auditeurs et les auditrices sont aujourd'hui capables de citer des grands noms de l'économie sociale et solidaire en France ? C'est pas sûr. Le dernier ministère pleinement assumé date du gouvernement Hollande, c'était Benoît Hamon, qui avait été titulaire de ce secrétariat d'État-là, qui avait fait une loi
qui visait à reconnaître ce qu'était ce secteur, sa spécificité, sa force, et le fait que les pouvoirs publics avaient un rôle à jouer dans le fait de soutenir et d'aider au développement de ce secteur. Depuis, on est bien normal, évidemment, d'essayer de nommer certaines personnes comme étant référentes, porteurs, etc., de ce champ politique pourtant passionnant. Et qui d'ailleurs, un des objectifs de la loi, et j'arrêterai là, était de visibiliser ce secteur-là, notamment, c'est très français, en lui attribuant une reconnaissance formelle par un agrément. Voilà, donc cette loi de 2014, elle disait si vous répondez à un certain nombre de critères, vous pouvez être une structure agréée ESUS. Voilà. Donc ce qui veut dire que vous êtes une entreprise de solidarité, enfin, voilà, d'utilité sociale. C'était cette terminologie qui avait fait Florès. On voit bien qu'aujourd'hui, on parle beaucoup moins des structures ESUS que par exemple des entreprises à mission, qui sont pour autant beaucoup moins ambitieuses politiquement et s'inscrivent beaucoup moins dans une logique de contre-modèle. Pour autant, il y a du portage politique et médiatique sur ces histoires d'entreprises à mission, beaucoup moins sur la question de l'économie sociale et solidaire. Nicole Lisato ? Oui, alors moi je vais quand même commencer par vous interroger sur Emmaüs. Emmaüs, comme je suppose, excellent observatoire de la pauvreté ou de l'exclusion en France. Et donc, sur les 70 ans d'action qu'Emmaüs a entrepris dans ce pays, moi j'aurais voulu vous demander d'abord quelles sont les grandes évolutions. Alors on lit de temps en temps dans la presse qu'il y a beaucoup plus de pauvres, qu'il y a beaucoup plus de familles monoparentales, que la ruralité devient aussi un lieu d'exclusion tout autant que les grandes villes. J'avais regardé les chiffres en France pour 2021. L'INSEE nous dit qu'il y a 9 millions de pauvres en France, c'est-à-dire des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, celui-ci étant à peu près à 1 100 € par mois. C'est-à-dire 15% de la population française quand même. Je trouve que c'est beaucoup. Et donc, je voulais juste savoir si dans la perception d'Emmaüs, dans l'analyse que vous pouvez faire des évolutions de cette société, quels sont les changements que l'on peut voir sur l'exclusion. J'imagine qu'il y a de plus en plus de non-français, enfin d'étrangers dans l'exclusion, mais de comment se présente aujourd'hui à vos yeux la pauvreté. Tariq Daher. Alors, c'est difficile d'être tout à fait précis ou exhaustif, mais peut-être quelques éléments qui nous paraissent importants et qui nous percutent. Le premier, et que j'ai pu observer dans mon poste précédent aussi, donc implanté, comme vous l'avez dit, dans les quartiers populaires, dans le monde rural populaire, etc., c'est qu'il y a de plus en plus de nouvelles thématiques de précarité. Et en fait, c'est assez observable de chez nous, parce que la réalité, c'est qu'on est, comme vous l'avez dit, en première ligne par la dimension de l'accueil inconditionnel que l'on porte, l'ancrage de nos structures en hyper-proximité. Évidemment, on est en première ligne pour observer l'évolution de ces différentes formes de précarité. Et en fait, à mesure qu'on en observe de nouvelles, notre rôle, c'est d'essayer de créer des réponses nouvelles à des problématiques qui n'existaient pas il y a encore quelque temps. Et donc c'est vrai que à mesure qu'on a des services publics qui se retirent, on a une pauvreté qui augmente, on a même un monde qui évolue, bah oui, on a des nouveaux sujets qu'il faut qu'on traite et qu'on n'aurait pas eu à traiter il y a quelque temps. Aujourd'hui, alors c'est un peu anecdotique ou ça peut paraître un peu simpliste, mais le numérique est un sujet, par exemple, qui est venu percuter Emmaüs. Emmaüs est un des premiers acteurs du champ social à s'être positionné sur cette question. Emmaüs Connect, une structure, s'est positionnée là-dessus, d'abord sur la question des appareils, voilà, de l'équipement, et aujourd'hui sur la question de l'usage. La fracture numérique, 15% des Français qui sont pas à l'aise, etc., etc. Bah ça, ce sont des problématiques nouvelles qui souvent retombent, c'est le bout de la chaîne, sur l'acteur social de proximité, sur l'association, sur le groupe Emmaüs, etc. Donc on a des thématiques comme ça, de la même manière que l'accès aux droits, la question de la mobilité. Enfin, on a beaucoup de sujets qui sont venus, qui sont en fait des conséquences de l'évolution de la manière dont se développent les territoires, s'arbitrent des politiques, des choix de politique publique. Tout ça fait que vous avez de plus en plus de sujets en quelque sorte à traiter, et ça se traduit assez fortement par le malaise plus large des travailleurs sociaux.
Voilà, ceux qui sont en première ligne du champ et de l'accompagnement social vous disent on est débordé. Alors on est débordé quantitativement, c'est le nombre de pauvres que vous évoquiez. On est débordé aussi qualitativement parce que les sujets que nous avons à adresser sont de plus en plus variés et de plus en plus nombreux. On n'a pas le temps et on n'a pas nécessairement les compétences, en plus, pour aller être aussi pertinent sur la question de la recherche d'un HLM, des papiers, du numérique et de la création de votre compte en ligne, etc., etc., etc. Donc ça, c'est peut-être la superposition des précarités qui est assez impressionnante. Et après, il y a des phénomènes conjoncturels, parfois internationaux, qui viennent évidemment percuter la société. Vous avez parlé de la question des exilés. Évidemment, elle est très forte. Ses conséquences sont très fortes. Puisque, en fait, vous savez, une des phrases de notre fondateur et qui reste assez présente dans la pensée de beaucoup d'Emmaüsiens, c'est servir au premier le plus souffrant. Vous avez presque, on n'est pas dans la concurrence des précarités ou des douleurs, mais malgré tout, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas l'évidence même que les plus souffrants, ce sont ces personnes exilées qui n'ont absolument aucun droit, aucune structure qui est en capacité ou même qui légalement peut les accueillir, aucune solution et aucune perspective, etc. Et donc ça, vous avez cet afflux qui nous dépasse en quelque sorte et que nous connaissons comme beaucoup d'autres pays européens. Aucune solution en termes de politique publique qui a été proposée pour ces personnes-là. Et donc, vous avez de fait un nouveau stock de personnes en très grande difficulté et pour lesquelles, en plus, vous devez proposer des solutions qui ne seront pas du tout les mêmes que celles que vous pourrez proposer pour vos publics habituels, des personnes insérées, en tout cas socialement, etc. Donc, c'est vrai que vous avez cette question-là et vous avez, par exemple, pour prendre un dernier sujet qui illustre un peu ces évolutions-là, vous avez parfois des sentiments de recul aussi sur certaines choses. Le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre dit ça y est, c'est la résurgence de l'habitat indigne. Voilà. On pensait être sorti de ce type de problématique et pour autant, pour toutes les raisons qu'on connaît de sous-investissement dans ces questions de logement, d'hébergement, de logement social, etc., on en est à avoir une multiplication de situations d'habitat indigne qu'on n'arrive pas à résorber. Et donc en plus, vous avez des politiques sectorielles qui sont en difficulté et qui génèrent de nouvelles difficultés, de nouvelles problématiques. J'évoque l'habitat indigne, mais vous savez bien que c'est toute la chaîne en fait du logement qui est aujourd'hui complètement bouchée et que la crise du logement social a des conséquences sur la crise de l'hébergement, qui elle-même a des conséquences sur la situation des personnes à la rue. Et donc ce sont des cercles qui s'alimentent. Donc voilà quelques exemples de ces précarités soit nouvelles, soit croissantes que l'on observe et avec lesquelles le secteur de l'économie sociale et solidaire au sens large, et Emmaüs évidemment également, sont en première ligne. Lucille Schmitt ? Oui, ce qui est très intéressant quand on parle d'économie sociale et solidaire, c'est qu'on a le sentiment que c'est un modèle précurseur de ce qu'on observe aujourd'hui en termes de transformation nécessaire de notre modèle économique et social. Notamment en ce qui concerne par exemple l'économie circulaire, sur lequel Emmaüs a été un acteur pionnier, les chiffonniers d'Emmaüs, notamment en ce qui concerne effectivement l'attention portée aux invisibles et le fait que l'économie productiviste n'est pas l'avenir ni de la planète ni de l'humanité. Mais au fond, le fait que ce soit un modèle précurseur, Emmaüs, ça ne facilite pas forcément l'activité, me semble-t-il, de ce mouvement parce que, on l'a vu avec la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, il y a des logiques économiques productives qui viennent concurrencer, au fond, ce modèle des chiffonniers, ce modèle qui associait l'insertion sociale et l'économie circulaire. Et moi, j'aimerais bien vous entendre sur la manière dont l'ESS, l'économie sociale et solidaire, peut continuer à se développer. On pourrait penser que c'est le centre même de ce qu'il faut imaginer, alors que certains grands groupes économiques, tous les grands groupes, par exemple, multinationaux sur le textile, mettent en place des logiques de récupération. Qu'il y a Vinted qui s'est monté. Comment est-ce que vous pouvez coexister avec ces grands groupes qui ont une puissance de feu très importante, alors même que vous voulez pratiquer l'insertion sociale et que vous n'avez pas envie de faire des bénéfices? Tarek Zahir. Alors, parler de la question d'une économie sociale et solidaire qui serait un peu précurseur sur un certain nombre de choses, peut-être commencer par là.
je crois que tout le secteur de l'ESS en est convaincu. Et qu'en fait, ce qui paraissait être peut-être des lubies ou des utopies un peu infranchissables il y a quelques années, aujourd'hui, malgré tout, je crois que ces histoires de non-lucrativité, de sens avant le profit, de gouvernance démocratique, ça parle à tout le monde. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça se traduit facilement dans la réalité, mais ça parle à tout le monde. Et c'est assez intéressant de regarder, par exemple, dans mon expérience précédente, les régies de quartier, c'est un réseau qui a une 40aine d'années. Aujourd'hui, Emmaüs, ça a à peu près 70 ans. Et en fait, si vous prenez ces deux exemples-là, qu'est-ce qu'on observe ? On observe d'abord qu'il y a une longévité extraordinaire de ces mouvements-là. Et il y a énormément de structures ou de réseaux dont on pourrait dire la même chose. Ça veut quand même dire qu'on n'était pas dans le tort à l'époque et qu'on continue à être hyper pertinent alors après 40 ans. Voilà, donc ça veut dire quelque chose quand même sur les fondamentaux qu'on avait posés. Et sur ces deux réseaux-là, c'est amusant parce que nos textes fondateurs, les chartes, etc., elles ont très peu évolué au fil du temps. Elles sont un peu datées si vous les lisez dans les terminologies. Parfois, on parle de RMI et de choses comme ça. Mais fondamentalement, dans ce qu'on pose comme constat et comme projet politique, il n'y a pas une ligne à changer de tout ça. Si vous regardez, par exemple, je reviens sur cette question des régies de quartier, elles évoquent quoi ? Elles évoquent la coopération. Elles évoquent le fait que les habitants doivent être en première ligne et autour de la table et échanger d'égal à égal avec des élus. Elles évoquent le fait que la bonne échelle d'intervention, c'est le bassin de vie. Voilà, c'est là qu'on construit des réponses pertinentes. Tout ça, ça a été écrit il y a 40 ans. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est assez précurseur sur les principes. On en est bien conscient. Et c'est ce qui est assez intéressant à regarder, c'est comment, à partir de principes parfois un petit peu révolutionnaires, on réussit à garder malgré tout, et je crois que c'est un peu le sens de la question, une spécificité ou notre âme, pour le dire de manière un peu triviale, alors qu'on rentre un petit peu dans le jeu de l'économie marchande, de l'économie capitaliste, etc. Et alors, je vais prendre deux exemples là-dessus, si ça vous va. Le premier, c'est... et je vais prendre un exemple dans chaque réseau que je trouve assez révélateur. Le premier, c'est dans mon réseau précédent, celui des régies de quartier. Les régies de quartier, ça ressemble, pour ceux qui connaissent, à du community organizing à l'américaine. Quand Barack Obama a été élu, tout le monde s'est réjoui, c'est génial. À Chicago, il faisait du community organizing, c'est les habitants qui prennent leur destin en main, etc. En France, on a ça depuis 40 ans, c'est des régies de quartier. Et en fait, une des logiques de ce projet-là, c'est de dire il faut que ce soit les habitants qui aient en charge la gestion, l'entretien, la vie de leur quartier. Voilà. Ils ont une expertise d'usage, ils ont des problèmes à trouver du boulot, ils ont des problèmes de mobilité, etc. Est-ce que ce circuit court d'emploi en circuit court, ça n'aurait pas du sens ? Et donc, quand ce réseau est né, il y avait des conventions entre les acteurs publics, collectivités locales, bailleurs sociaux, etc., et les associations, régies de quartier. Oui, on va dire que l'entretien du quartier, que le gardiennage, que la gestion, ça sera les habitants qui le font. On va passer une convention. Depuis, le droit européen et le droit de la concurrence sont passés par là. Donc maintenant, on est dans des logiques de marché public. Et donc, comment vous gardez une logique qui était fondamentalement une logique de partenariat, de co-construction, voilà, et comment vous la faites rentrer, en fait, dans une logique de mise en concurrence, de fait de ne pas favoriser un acteur par rapport à un autre, etc. Et là, il y a eu un combat politique qui était de dire, très bien, il y a ce dogme de la concurrence, du marché public. Est-ce qu'on pourrait pas trouver, malgré tout, de quoi adapter dans ce cadre un peu global, qu'on ne va pas remettre en cause, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des espaces sur lesquels on reste un petit peu pertinent ? Et c'est ce qui a permis d'avoir, c'est très peu connu, mais c'est quelque chose qui, quand ça fonctionne bien, vous avez dans des marchés publics la possibilité de faire des marchés d'insertion, des marchés qui sont réservés à des structures qui font de l'insertion. Ne peuvent y répondre que des acteurs qui font de l'insertion. La loi de 2014 disait la même chose, il faudrait faire des marchés réservés ESS. C'est-à-dire que l'acheteur, il ne peut consulter que des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Bon, donc vous essayez de faire rentrer dans des logiques de marché, malgré tout, les spécificités et la finalité de votre projet, qui est un peu, évidemment, qui n'est pas toujours compatible, en fait, avec cette logique de marché. Si vous êtes dans une concurrence libre et totalement non faussée, votre petite association, elle perd, évidemment, face à un gros opérateur de nettoyage qui a une capacité beaucoup plus forte à réduire les coûts, à faire des... Bon, etc., etc., etc. Ça, c'est un exemple sur les marchés publics que je trouve potentiellement assez intéressant. Sur l'exemple des filières, en fait, du réemploi. En effet, Emmaüs, c'est les chiffonniers, c'est les premiers à avoir réfléchi à cette question d'économie circulaire. D'ailleurs, au début, plutôt par opportunité que par projet politique. Voilà. Les premiers compagnons qui se sont tournés vers l'abbé Pierre en disant « Est-ce qu'on pourrait pas faire ça ?» C'est parce qu'ils n'avaient plus de sous. Chercher un moyen
accessible à portée de main voilà. Et l'anecdote veut que ce qu'ils ont vendu à l'époque, c'est des extraits, c'est des numéros du journal officiel qui étaient dans les greniers d'une des maisons qu'occupait l'abbé Pierre, qui datait de son mandat de député. Et en fait, ça valait des sous à l'époque. Voilà, ces journaux officiels-là, pour la qualité du papier, les archives, etc., etc. Bon, ça a commencé comme ça. Mais donc, il n'y avait pas vraiment de réflexion sur la société de consommation, etc. Évidemment, maintenant, c'est assez différent, puisque ça devient une réalité économique. C'est ce qui permet de faire vivre un groupe, que d'avoir cette logique assez forte de réemploi. Aujourd'hui, c'est 320 000 tonnes qui sont collectées par des groupes Emmaüs en France. 320 000 tonnes, c'est gigantesque. Et c'est une grosse partie même des filières. Aujourd'hui, 60% du textile qui est collecté en France, il l'est via des groupes Emmaüs. 15 à 20% de tout ce qui est mobilier qui est collecté et remis en état et réemployé, c'est via des groupes Emmaüs. Donc, il y a une question de place à prendre, malgré tout. Et ce côté précurseur, il donne un avantage, c'est que vous êtes un peu le premier arrivé. Et donc, vous avez, malgré tout, cette capacité par rapport à d'autres à garder, à être le premier réflexe des personnes qui, finalement, regardent pas trop. Est-ce que vous êtes lucratif, SS, privé ? Non, en fait, il y a une espèce de réflexe émaüsien premier quand vous avez un appartement à vider, quand vous avez des choses dont vous ne voulez plus... Bon, et donc, on a une force comme ça. Après, comment est-ce qu'on reste pertinent ? Là, il y a une question de plaidoyer et de militantisme politique. Il y a une question de transparence à faire sur ce que c'est que la conséquence d'acteurs du champ lucratif qui rentrent dans ces logiques-là. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a rien qui change, en fait, quand vous faites rentrer des acteurs lucratifs sur de la seconde main, fondamentalement. Est-ce qu'il y a une réflexion sur le réemploi ? Est-ce qu'il y a une réflexion sur les volumes mis en marché ? Est-ce qu'il y a une réflexion sur le changement de mode ? Pas du tout, en fait. Il y a juste... Et d'ailleurs, c'est assez prouvé, les personnes qui utilisent le plus les plateformes de revente d'habillement sont celles qui consomment le plus d'habits. En fait, c'est une espèce de dynamique assez vertueuse du capitalisme, de toujours réalimenter la consommation. Donc, c'est quelle place on est capable de trouver ? Et donc, Emmaüs, avec d'autres partenaires ce qu'on appelle le réemploi solidaire, c'est-à-dire d'acteurs solidaires qui sont en charge des questions de réemploi, a été très impliqué dans les négociations autour de la loi AGEC, voilà, sur l'économie circulaire, pour que justement les filières de réemploi, vous savez qu'il y a des filières par grande catégories d'objets, le mobilier, l'électronique, etc., les jouets, le sport, les articles de sport, qu'en fait, ces filières-là ne soient pas communs des acteurs privés qui voulaient avoir totalement la charge de la gestion de la filière, et notamment de la responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire des sous du principe de pollueur-payeur. Et c'est là que les acteurs de l'économie solidaire doivent jouer un rôle de vigie, d'acteurs de terrain, et essayer de garder une place, en fait. Et c'est là qu'on alerte les pouvoirs publics pour dire merci quand même de maintenir cette spécificité de l'économie solidaire dans ce champ-là. Et je terminerai par là, parce que l'intérêt de nos métiers par rapport à du lucratif, c'est que, bien sûr, nous générons un chiffre d'affaires assez important sur ce qu'on fait, il est au service d'un accompagnement social. Et en fait, tout le projet social que vous construisez, il est là parce que vous avez un modèle économique qui tourne. Et donc, si demain, vous venez mettre en difficulté ce levier de développement économique qu'on a dans nos groupes Emmaüs, c'est tout le levier de l'hébergement, de l'accompagnement social, etc., que vous ne pourrez plus financer. Je pense qu'il faut en effet, dans nos questions et vos réponses, mélanger vos anciennes activités et vos actuelles activités. Emmaüs est un acteur et un témoin, et étant témoin peut être un informateur, sur des questions qui sont des questions générales. Je pense par exemple au logement, vous l'avez dit, le récent document que Emmaüs a publié, mais aussi à la formation professionnelle, et aussi sans doute à des questions qui sont liées à l'urbanisme ou à l'aménagement du territoire. Comment est-ce que il est possible pour vous, et comment êtes-vous, quand c'est possible, comment êtes-vous accueillis, de donner aux autorités les informations que votre action vous permet d'avoir, et souvent d'être les seuls à avoir? Alors, comment est-ce qu'on peut le faire, ça ? Eh bien, c'est compliqué. J'en avais vaguement le soupçon. En fait, c'est assez variable. On évoquait au début l'économie sociale et solidaire. Il y a une espèce de contradiction sur la manière dont elle est perçue. C'est qu'à la fois, il y a un peu de dénigrement, c'est un peu une vision un peu amateuriste des choses, baba cool, c'est des 68 arts, etc. Bref, pas du professionnalisme. Il y a quand même
quelque chose d'assez ancien là-dedans. Et pour autant, quand ça pète ou quand ça crispe, il y a quand même la réalité que ceux qui sont en première ligne et ceux qui tiennent bon, ce sont ces acteurs-là. Le Covid a été un assez gros révélateur de la résilience et de l'impérieuse importance du champ associatif, en fait, dans l'hyperproximité, dans la réponse aux personnes, dans le lien social, etc., etc. Est-ce que pour autant, ça a significativement et durablement amélioré l'image et le portage politique de ces... Pas du tout. Voilà, pas du tout. Est-ce que ces métiers ont été revalorisés, remis sur le devant de la scène, etc. Une fois que la période Covid s'est terminée, de la même manière, une espèce d'enthousiasme pour le monde associatif est retombé derrière. Pour autant, dans les périodes où ça secoue un petit peu, les pouvoirs publics doivent bien admettre que nous sommes des capteurs et nous sommes sans doute assez légitimes à essayer de leur remonter des choses et des réalités de terrain, etc. Je prendrai 2 exemples là-dessus, sur les 2 expériences, encore une fois. Oui, quand, par exemple, sur la question des quartiers populaires, vous savez, une des premières mesures du gouvernement Philippe en 2017, c'était l'arrêt des contrats aidés. Et en fait, l'arrêt des contrats aidés avait été arrêté, on pourra en reparler si vous le souhaitez, mais sur des raisons pour nous assez fausses ou en tout cas assez dogmatiques, et avec des incidences excessivement fortes sur le petit tissu associatif, sur les associations qui tenaient bon avec un salarié financé grâce à ces contrats aidés-là, etc. Et donc là, le gouvernement et les pouvoirs publics sont absolument incapables de sentir quelle est la réalité des conséquences et des fermetures éventuelles de structures sur des échelles, sur des petites échelles. Voilà. Et donc là, c'était une autosaisine, en fait, de notre part, que de dire, il y a certains quartiers qu'on considère en difficulté forte, sur lesquels on sait qu'il y a 5, 6, 7, 8 assos qui ont fermé, et voilà le petit retour qu'on vous en fait. Est-ce que derrière, ça produit des effets? C'est une autre chose. Mais la logique, elle est quand même beaucoup celle de nous, l'autosaisine, et la légitimité qu'on s'attribue. Voilà, et on se dit, voilà, il nous paraît important de porter ça à votre connaissance. Malgré tout, ça reste une note parmi d'autres. Et la résonance que ça peut avoir en termes de politique publique, je vous laisse la deviner. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a une difficulté fondamentale à réussir à travailler entre les pouvoirs publics et la société civile, parce que je crois qu'il n'y a pas cette culture-là, et qu'en fait, la culture de la concertation et de la co-construction entre acteurs, elle n'est pas évidente, ou en tout cas, elle est imparfaite. Et il y a eu des tentatives, les plans pauvreté, récemment, sont des plans pauvreté qui ont eu vocation à se construire avec les acteurs du champ social. Justement parce que les acteurs du champ social avaient cette connaissance des publics, des fragilités, des sujets, etc., etc. Et en fait, il y a c'est assez variable. On a l'impression qu'on est un peu... on fixe une ambition qui est importante sans totalement la tenir, en quelque sorte. On pourrait presque faire le parallèle avec une convention citoyenne, c'est que vous affichez un objectif ambitieux de co-construction, on met tout le monde autour de la table, etc. La réalité étant que les délais sont tellement courts, le jeu est tellement biaisé, les acteurs sociaux sont tellement étouffés par un nombre incroyable de sujets, que c'est pas excessivement vertueux tout ça finalement, et qu'à la fin on sait où est l'arbitrage final, il se trouve chez le politique, mais ça reste des lieux quand même où on est capable d'exprimer un certain nombre de choses. Pour autant, si on peut être terminé par là, il y a fondamentalement de la part de l'ensemble des acteurs du secteur une frustration excessivement forte sur le fait de parler en l'air, en fait, et que tout ça, finalement, on est gentil, on fait des communiqués de presse et on fait des tribunes et on fait tout ça. Quel est l'effet de tous ces moulinets que nous faisons? Il est malheureusement pas gigantesque. Et ça, je pense que c'est fondamentalement lié à la perception que les pouvoirs publics peuvent avoir de nous en tant qu'acteurs et de la légitimité qu'on a. Voilà, la légitimité du suffrage reste aujourd'hui très largement supérieure pour construire des politiques publiques à celle de la société civile. Et donc, on en revient toujours à cette frustration. Nicole Lisoto. Oui, j'ai d'abord 2 petites questions d'information pure. La première, c'est vous n'avez pas de subventions publiques. J'ai cru comprendre que vous refusez les subventions publiques. Ça, je voudrais que ce soit précisé. La deuxième, c'est une question d'information qui est toujours chez moi une interrogation. Pourquoi n'y a-t-il pas en France un mouvement, alors pas un parti politique, mais un mouvement politique à la base de toutes ces associations qui s'occupent de l'exclusion et de la pauvreté, qu'il s'agisse donc d'Emmaüs, des régies, des Restos du Cœur, de la Banque alimentaire. C'est incompréhensible pour moi qu'il n'y ait pas à un moment ou à un autre une fédération
de ces associations pour porter une influence politique réelle sur les pouvoirs publics, non pas pour refaire des discours, mais pour porter, pour avoir un rôle de lobbying sur l'action politique. Je vais peut-être m'en tenir à ces deux-là pour l'instant. Sur la première question, sur la première question, il y a un mot qui est assez fondamental dans l'histoire du mouvement, c'est la question de l'autonomie. Qu'on peut regarder comme l'autonomie financière des structures, des groupes, etc., aussi comme l'autonomie des personnes. Bref, ce sont deux combats assez historiques dans le mouvement Emmaüs. Et sur l'autonomie financière, c'est notamment, ça s'appuie notamment sur la volonté de ne pas être pieds et poings liés par je ne sais quelle relation de dépendance que vous auriez avec un financeur. Voilà. En fait, les Emmaüsiens, ils veulent pouvoir l'ouvrir librement, tranquillement, sans subir aucune pression. Et c'est pas nécessairement du fantasme, pour avoir beaucoup gravité dans les sujets de subventions municipales, etc. On sait qu'il y a malgré tout au moins de l'autocensure de la part des acteurs qui sont bénéficiaires de subventions. Donc, c'est vrai et c'est faux, le fait qu'on ne touche pas de subventions publiques, parce que, par exemple, si on prend les communautés que vous évoquiez dans l'introduction, les communautés, ce sont des modèles un peu atypiques, ce sont des contre-modèles tout à fait extraordinaires, on pourra y revenir, mais qui ne vivent que de ce que génère le réemploi, les espaces de vente, bref, ce que vous connaissez d'une communauté Emmaüs. Et ils ont cette volonté-là, de rester totalement indépendants, ce qui, notamment aussi, en termes de projet social, vous permet d'être totalement libre dans ce que vous faites. Mais une communauté, c'est de l'hébergement, c'est du logement, c'est des espaces de vente qui doivent être d'une certaine exigence et qualité aujourd'hui, etc. Donc vous imaginez ce que ça veut dire comme modèle économique derrière pour financer tout ça. Mais par ailleurs, vous avez aussi dans le réseau des structures d'insertion, où là, les structures d'insertion, elles s'appuient sur des dispositifs publics du ministère du Travail qui financent des contrats à durée déterminée d'insertion. Vous êtes subventionné là-dessus parce que vous accompagnez des gens éloignés du marché du travail pour lesquels vous avez une obligation de suraccompagnement, surencadrement, surformation, etc. La puissance publique vient compenser évidemment le coût de ces personnes. Donc on a certaines structures qui, par les dispositifs qu'elles posent, sont bénéficiaires de subventions publiques. Vous évoquiez aussi, par exemple, Emmaüs Solidarité, qui porte des pensions de famille, des centres d'hébergement d'urgence, des accueils de jour. Tout ça, là aussi, c'est parfois financé par de la puissance publique. Mais le mot de l'autonomie n'est pas anecdotique chez nous, et c'est vrai que le monde communautaire y est très attaché, et la fédération elle-même touche pas de subventions publiques, sauf à la marge, mais par rapport au reste du monde associatif, c'est tout à fait exceptionnel. Ça, c'est la première de vos questions. La seconde, sur le fait qu'il n'y ait pas de mouvement à la base qui réunisse toutes ces associations. Alors en fait, il y en a. Mais c'est pas très connu. Tout ça, sans doute pas très efficace, peut-être. Peut-être, alors, si j'allais vous c'est le pas dire. connu. J'allais vous le dire. Peut-être que c'est parce que ça manque d'impact, ou en tout cas qu'on n'a pas, on ne sait pas quelle médaille leur mettre autour du cou pour l'instant. Mais je donnerai deux exemples. C'était au moment, dans les années 90, au moment de réforme sur les minima sociaux, si je dis pas de bêtises, gouvernement Fillon, pas gouvernement Fillon, mais Fillon, ministre de l'Action sociale, se crée un collectif qui s'appelle le collectif Alerte, qui regroupe l'ensemble des associations mobilisées dans le champ de la lutte contre la pauvreté. Donc vous y trouvez Emmaüs, ATD Quart Monde, le Secours catholique, le Secours populaire, etc. Ce collectif existe toujours. Ce collectif existe toujours. Il a eu un peu d'heures de gloire à une certaine époque. Il est, comme tous les collectifs, il est un peu tributaire de la place que les associations elles-mêmes lui donnent. Voilà. Et vous savez, vous imaginez qu'on est dans le champ social, on est aussi dans un champ un peu concurrentiel, en plus à ressources rares. Donc, les combats sont souvent les mêmes, mais les ressources sont rares, les places sont rares. Donc, il y a évidemment aussi un peu, parfois, de concurrence plutôt de coopération, ce qui ne facilite pas toujours les choses. La place qu'on donne à ce collectif, par exemple, elle est très tributaire de est-ce qu'on souhaite, nous, structure, que ce soit nous qui parlions ou que ce soit ce collectif qui parle. Vous imaginez bien qu'en 30 ans d'existence, ça a parfois été l'un, parfois été l'autre, ce qui n'aide pas à asseoir une place et à donner de la visibilité. Pour autant, Collectif Alerte est systématiquement reçu. Dès qu'il y a un nouveau gouvernement, un nouveau ministère de l'Action sociale, un nouveau Premier ministre, ce collectif a une certaine représentativité et légitimité. Vous trouverez la même chose dans le champ associatif. Pareil, c'est peu connu, mais il y a une structure, une association qui est le Mouvement associatif et qui regroupe à peu près 70 à 80% des associations en France. Et quand le gouvernement a arrêté les contrats aidés, il s'était tourné vers le mouvement associatif pour lui dire « Merci de lancer une grande concertation et de me remettre un rapport sur ce que pourrait être une politique publique de soutien au monde associatif ».
Le rapport a été fait en concertant l'ensemble du secteur, il n'a absolument rien donné. Ouais. Voilà. Mais pour autant, il existe des D'accord. espaces de cet ordre-là, souvent méconnus, souvent peu visibles parce que c'est un peu du travail de l'ombre, mais surtout avec peu de résultats tangibles, malheureusement, à raccrocher. Et donc, évidemment, ça n'aide pas à en faire des acteurs de premier plan. Peut-être des personnalités de premier plan qui n'auraient plus de Oui. carrière devant elles pourraient aider Oui. dans l'un comme dans l'autre. Lucille Smith. Oui, moi je trouve que c'est intéressant de revenir sur le profil des personnes que vous accueillez. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que depuis 70 ans, évidemment, les choses avaient changé, sans doute notamment dans les communautés. Il y a un certain nombre, par exemple, Nicole Niesotto, il faisait allusion, aujourd'hui, dans la précarité, la pauvreté, il y a beaucoup plus d'étrangers, de migrants qui sont là. Comment est-ce que ça modifie, au fond, les conditions de l'accueil ? Comment est-ce que ce statut d'accueil inconditionnel auquel vous vous référiez, qui n'est pas un statut, en fait, qui relève du Code du travail, mais qui relève, au contraire, du Code social, comment est-ce que c'est mis en œuvre de façon même un petit peu plus militante? On sait que Cédric Héroux a été agréé pour avoir une communauté Emmaüs dans les Alpes-Maritimes. Cédric Héroux qui est engagé en faveur de l'accueil des migrants. Comment est-ce que tout cela, au fond, modifie les conditions d'accueil et aussi ce qu'on pourrait appeler les parcours réussis? Parce que, au fond, tout le sujet, c'est on est accueilli, d'accord, on commence à refaire sa vie, est-ce qu'on va rester dans la communauté Emmaüs ou est-ce qu'on va pouvoir en sortir? Ça me semble être un point essentiel. Est-ce qu'on passe 10 ans, 15 ans dans une communauté Emmaüs? Est-ce qu'on s'y installe durablement ou est-ce qu'on a vocation à partir? C'est des points essentiels pour nous, pour juger concrètement de cet accueil qui est très différent, par exemple, de ce que font les Restos du Cœur ou les banques alimentaires. Emmaüs, c'est une reconstitution de parcours de vie, et ça, on ne le sait pas assez. Il faut dire un mot peut-être davantage sur Cédric Héroux. C'est lui qui aide ceux qui autrefois passaient d'ailleurs par Vintimille, mais qui veulent passer la frontière italienne, les immigrants qui veulent passer la frontière italienne et qui évidemment n'ont pas de papier, qui remontent par la vallée de la Roya et qui non seulement les aident, mais les hébergent et qui pour ça a été poursuivis et même, je crois, d'abord condamnés, puis ensuite décondamnés. Puis ensuite décondamnés, relaxés. Voilà, relaxés. Tarek derrière. Oui, et c'est à Cédric Héroux, petite parenthèse, qu'on doit la reconnaissance par le juge constitutionnel du principe de fraternité, du principe à valeur constitutionnelle de fraternité. Donc, suite à ces interpellations-là et ces multiples péripéties judiciaires. Alors, il y a beaucoup de choses dans la question. Je vais essayer d'être simple et court. En fait, les communautés se sont toujours vécues comme des lieux de vie. Voilà, des lieux de vie communautaire. Donc, c'est pour ça que c'est des endroits assez étonnants. En tout cas, c'est pas dans des peu de cadres habituels qui collent à ça, avec une logique d'accueil inconditionnel. Accueil inconditionnel, ça veut pas dire qu'on est obligé de dire oui à tout le monde, etc. Ça veut dire que n'importe qui peut venir, qu'on ne regardera jamais d'où il vient, pourquoi il est là, c'est quoi sa galère, c'est quoi ses papiers, etc. D'ailleurs, les premiers compagnons étaient souvent des bagnards, d'anciens bagnards. Bref, ça, on ne regarde pas ça. En revanche, l'inconditionnel, il veut quand même dire qu'on doit bien accueillir les personnes. Donc, si vous n'avez plus de place et que les gens doivent dormir dans la cour, malheureusement, vous ne pourrez pas les accueillir. Donc, il y a quand même un principe de réalité, mais c'est vrai que l'accueil inconditionnel, c'est quelque chose d'assez fondamental. Ce que ça veut dire que tout au long des 70 ans de vie des communautés, en fait, les communautés ont été des lieux où on a vu la précarité la plus forte. C'est des lieux assez représentatifs des formes de précarité. Voilà. Et de la sociologie des personnes précaires, les plus précaires souvent, puisque c'est là qu'en bout de chemin, elles pouvaient atterrir. Il y a beaucoup, donc on est des miroirs, en quelque sorte, évidemment, et il y a beaucoup de fantasmes aujourd'hui sur la figure historique du compagnon. C'était un marginal avec un chien, SDF, etc. Maintenant, il n'y a plus ça, maintenant, il y a des sans-papiers, etc., etc. En fait, il n'y a jamais eu de figure vraiment d'idéal type du compagnon, de la compagne et du compagnon, en quelque sorte. Après, il y a deux phénomènes qui sont importants et qui sont venus, et qui, les deux, l'un avec l'autre, font qu'en effet, il y a une évolution assez importante du profil des personnes qu'on accompagne. Le premier, c'est que, notamment depuis la loi sur le RMI, donc en 88, il y a de plus en plus, je dis ça avec beaucoup de prudence, mais il y a de plus en plus de filets de sécurité pour les personnes qui ont des papiers.
pardon si je le dis de manière aussi caricaturale, mais il y a le RMI, il y a des aides sociales, il y a des APL, etc. Bon, si vous avez des papiers, finalement, des filets de sécurité sociaux, il n'y en avait pas il y a 40 ans, vous en avez aujourd'hui. Voilà. Et donc, il y a eu cet effet, ce phénomène. Les gens vous ont dit, bah non, en fait, maintenant, les gens, ils réussissent à avoir de quoi vivre, malgré tout. Donc, avant, ils n'avaient rien. Maintenant, ils commencent à avoir quelques petits droits qui leur suffisent souvent. Il y a plein de lieux d'accueil, il y a plein de lieux d'hébergement, il y a plein de dispositifs, etc. Donc, on les voit moins. En parallèle de ça, vous avez eu en effet des vagues de migration, avec pour le coup de moins en moins de droits pour ces personnes et de moins en moins de lieux qui sont habilités à les accueillir. Et donc vous croisez ces deux phénomènes et ça fait qu'en fait vous devenez souvent le lieu où se terminent des parcours de vie excessivement chaotiques, compliqués. Et pour les personnes exilées, souvent ce sont les acteurs, les structures qui les accompagnent, qui les oriente vers une communauté Emmaüs en leur disant c'est sans doute là le seul endroit où vous pourrez être un petit peu protégé, parce qu'en effet, le cadre dans lequel nous intervenons fait qu'on bénéficie souvent d'une bienveillance des autorités préfectorales sur le fait qu'il y ait des personnes qui sont en situation administrative incomplète, comme on dit, et qui pour autant aient le droit d'être hébergées chez nous et d'exercer une activité solidaire. Donc oui, aujourd'hui on estime que plus de la moitié des compagnes et des compagnons de nos communautés sont des personnes issues de parcours d'exil et qui sont aujourd'hui en situation irrégulière. Alors c'est intéressant parce que finalement, est-ce que ça pourrait être autrement ? Jamais le réseau ne s'est dit il faut qu'on ferme la porte à ces personnes-là, il y en a trop, pas assez, etc. Non, la réalité est qu'on prend ce qui vient en quelque sorte, mais avec toute l'humanité qu'il faut. Mais c'est là notre principe fondamental. Sauf que évidemment, ça change un peu les choses. Ça change un peu les choses. Pourquoi ? Parce qu'on évoquait tout à l'heure le nombre interminable de droits sur lesquels il faut contre. Là, vous rajoutez une question prégnante dans la relation des communautés aux compagnes et compagnons, c'est la question des papiers. Et en fait, quand vous êtes une structure qui doit accompagner des personnes à trouver des papiers, c'est compliqué, c'est chronophage, c'est d'une technicité sans nom, humainement c'est difficile, enfin, c'est une problématique nouvelle et qui vous touche au plus profond de votre projet social, de votre projet politique, de votre relation aux personnes, etc. Donc vous avez des nouvelles problématiques qui se posent évidemment, vous avez des profils qui peuvent être un peu différents. On sait que les personnes qui atterrissent en communauté et qui viennent d'autres pays, souvent sont des personnes plutôt diplômées. Voilà, qui étaient insérés socialement, qui étaient insérés économiquement, qui ont même parfois une vie sociale plus riche que des compagnons, historiques, parce qu'ils connaissent les membres de leur communauté, qui sont implantés dans telle ville ou dans telle grande ville ou dans telle métropole à côté. Bref, ils ont des liens. Ce ne sont pas des personnes totalement désocialisées, ce qui pouvait être le cas avant. Donc on a aussi cette perspective-là. S'ils sont désocialisés, est-ce qu'ils ont réellement envie d'être partie prenante d'une vie communautaire ? Peut-être moins que d'autres, peut-être que c'est pas très exactement la réponse qu'il leur faudrait, peut-être qu'ils sont là parce qu'en fait c'est protecteur, plus que parce que c'est communautaire. Je simplifie évidemment, mais ça montre un peu le genre de problématique évidemment que ça pose. Et je terminerai par la question du parcours et donc de la sortie, voilà. On a parlé tout à l'heure des structures d'insertion. Une structure d'insertion, c'est très exactement le modèle d'une structure qui se veut être un SAS. Voilà. Vous êtes trop loin du marché du travail, on vous donne la possibilité d'être dans un entre-deux où vous reprenez pied, on vous forme et à l'issue de 24 mois, c'est super, vous serez en capacité de trouver un CDI dans le marché du travail classique. Et ce qui est étonnant dans les communautés, dans le champ social, c'est assez rare, c'est que les communautés se sont construites sans aucune logique de SAS. Vient qui veut et il reste autant de temps qu'il veut. Et donc vous trouverez dans des communautés des compagnons qui sont là depuis 30 ans. Vous trouverez maintenant plein de retraités dans les communautés, ce qui pose la question de comment est-ce qu'on les accompagne, les traite, adapte les logements, enfin bref, toutes les questions que ça pose, cette longévité-là. Mais comme on ne fait pas rentrer des personnes sur des questions de productivité, non, en fait, vous faites rentrer qui vient, et s'il y en a qui veulent rester, ils restent. La réalité, c'est qu'il y avait aussi à l'époque beaucoup de passages. On vient, on reste 2 semaines, puis on va dans une autre communauté, puis bon, ça se voit de moins en moins. Et comme aujourd'hui, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il y a une possibilité, non pas une obligation, mais une possibilité pour des personnes sans papier d'être éligibles à une régularisation, ou en tout cas à des papiers, s'ils passent 3 ans dans une communauté, de fait, ça rallonge d'autant le parcours moyen, puisqu'évidemment, quelqu'un qui vient avec cette problématique-là en tête, il ne va pas partir avant 3 ans, donc ça rallonge de fait la place des... Donc, ça laisse moins la place à la rotation aussi et au fait que vous puissiez accueillir... Bref, et encore une fois, il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est simplement la réalité de nos vies communautaires qui, oui, est un peu percutée par tout ça.
Le mouvement des régies, dont vous avez été le patron pendant 7 ans, vous l'avez tout à l'heure rapproché de tout ce qu'est aux États-Unis le mouvement du social organizing ou community organizing, c'est-à-dire de ce qui descend, si je puis dire, de l'enseignement de Saul Alinsky, et dont d'ailleurs Barack Obama avait été un étudiant, et sur lequel Hillary Clinton avait écrit son mémoire de l'équivalent de la maîtrise. Et Saul Alinsky, c'est l'homme qui dit le travail social, basta, ça doit consister à donner aux gens, faire savoir aux gens quels sont leurs droits et leur donner les moyens de les faire valoir eux-mêmes. On n'est pas un intermédiaire, on n'est pas... ce qui est totalement contraire à la tradition du travail social en France et même en grande partie en Europe. D'ailleurs, je rappelle que pendant longtemps, l'école qui formait les assistantes sociales s'appelait l'école des surintendantes d'usine, et qu'elle était... et ça jusqu'au milieu des années 70 et peut-être même un peu plus. Vous n'êtes pas des travailleurs sociaux et vous n'êtes pas non plus complètement le contraire, mais vous travaillez avec les travailleurs sociaux, ou plus exactement, les travailleurs sociaux s'intéressent aussi aux populations pour lesquelles vous travaillez, pour lesquelles vous existez. Comment est-ce que vous percevez l'évolution dans ce milieu du travail social ? Par rapport à cette question de la place des personnes. Et par rapport à la question de la prise en compte de cette idée du social organizing, c'est-à-dire donner aux gens leurs droits et leur donner les moyens de les faire valoir eux-mêmes. Alors, l'évolution, peut-être quelques éléments là-dessus. Le travailleur social aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, il est en première ligne. Voilà, et vous dites, en fait, il y en a dans toutes les structures du champ social. Vous trouverez des métiers que vous pouvez rapprocher de près ou de loin du travail social, que ce soit des chargés d'insertion, des chargés d'accompagnement, des accompagnants. Bon, bref, il y a plein de terminologies pour dire la même chose. C'est un travail qui s'est, en plus, hyper spécialisé ou hyper technicisé. Voilà. Donc, vous avez évidemment la question de l'accompagnement des personnes sociales, éventuellement psychologiques, etc. Vous avez aussi la question des droits. Et cette question des droits est maintenant d'une complexité. Enfin, c'est une technocratie excessivement aride et qui vient percuter la capacité qu'ont des travailleurs sociaux à construire quelque chose concrètement avec la personne. Souvent, les entretiens que vous en avez pas tous les 4 matins, et les entretiens que vous avez sont totalement pollués par la question des formulaires, des procédures, des demandes de rendez-vous à la préfecture, etc., etc. Donc là, on a une dérive un petit peu du travail social, que le travail social subit, voilà, mais qui l'empêche de jouer pleinement le rôle d'accompagnement social qu'il devrait jouer, à mon avis. En plus, dans des conditions financière excessivement précaire, et en plus, le travailleur social, il est quand même confronté à une réalité humaine et sociale qui est excessivement dure. Donc vous mettez tout ça bout à bout, ça fait qu'on a quand même des travailleurs sociaux qui le reconnaissent eux-mêmes, ils ne sont pas en capacité de bien faire leur travail. Après, sur la question de la place des personnes, malgré tout, j'ai l'impression qu'on observe quand même un changement de mentalité progressif. Il y a encore, pour reprendre ce que vous dites, un peu de paternalisme parfois dans les structures sociales partout en France, mais c'est aussi un héritage, c'est aussi un peu culturel, c'est aussi un peu des résidus de religion aussi, et de charité, de choses comme ça. C'est difficile de faire bouger ces représentations-là. C'est difficile on voit encore des personnes qui parlent des personnes qu'ils reçoivent ou qu'ils accompagnent devant eux à la troisième personne, en parlant à leur place, en sachant mieux que ce qui est bon pour eux, etc., etc. Voilà. Donc ça, je pense que générationnellement, ça va évoluer. Voilà, parce que quand même, les nouvelles générations de travailleurs sociaux, voire de militants, sont quand même beaucoup plus attentifs à la position et à la parole des personnes. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est un sujet qui, malgré tout, doit être travaillé. Voilà. Il ne suffit pas de dire « c'est super, on va écouter tout le monde » pour que ça fonctionne. On sait les conditions qu'il y a à ça, les conditions pour que ce soit dissible, entendu, que ça produise des effets. Enfin bref, ça devient une vraie, peut-être le terme est mal propre, mais il y a une vraie expertise quand même pour vraiment travailler sur cette question de la place des personnes et du pouvoir qu'ils sont en capacité de prendre dans une structure, dans une société, etc. Mais finalement, quand même, je terminerai par là, on se dit,
j'ai la conviction que ça évolue plutôt dans le bon sens, mais malgré tout, l'éducation populaire, c'est quelque chose qui a plus d'un siècle. Et la finalité première de l'éducation populaire, c'était quand même de faire de chacune et de chacun un citoyen à part entière. Et donc de lui donner sa place. Donc il y a aussi le fait de réactualiser un peu cette ambition politique que portait l'éducation populaire et qui, pendant longtemps, a été ringardisée totalement. Alors que, fondamentalement, pour le dire avec des mots cool et des mots d'aujourd'hui, oui, ce serait du social organizing, et oui, Saul Alinsky serait un fervent militant de l'éducation populaire. Nicole Nisotto. Oui, j'ai une question. Vous êtes secrétaire général de cette organisation. Quand vous réfléchissez à l'avenir, quelles sont les 2 ou 3 grosses difficultés que vous pensez devoir régler dans les 5-6 années qui viennent? Autrement dit, quels sont les problèmes que rencontre une communauté, enfin un mouvement comme Emmaüs aujourd'hui? Est-ce que ce sont des problèmes structurels, par exemple? On parle beaucoup de la crise de la démocratie, de la crise des valeurs de la démocratie, notamment la solidarité, la fraternité au profit d'un individualisme de plus en plus majoritaire. Est-ce que ça pose un problème pour vous? Est-ce que ce sont des difficultés moins structurelles, plus financières? Autrement dit, mais voilà, si vous avez, je ne sais pas combien est votre mandat, mais si vous donnez 5 ans, quels sont les 2 ou 3 gros problèmes que vous devez résoudre? Tarek Daher. Alors, pour avoir une lecture très Emmaüso-centrée, d'abord, il y a un sujet qui est prégnant chez nous, qui est celle de l'unité du mouvement. C'est intéressant de constater que Emmaüs a 70 ans, mais que la fédération, Emmaüs France, ça a été créé en 85. Donc c'est malgré tout à l'échelle du mouvement assez récent, et ça s'est créé pour, en partie, réunir des familles. Voilà, l'histoire d'Emmaüs, c'est l'histoire de familles, souvent localisées géographiquement, et avec souvent des lignes politiques ou des lignes de pratique un petit peu différentes, notamment sur la place des personnes, sur la question d'accepter ou pas des subventions, etc. etc. Bon, et ben aujourd'hui, on est quand même dans un mouvement qui encore subit les conséquences ou l'héritage de cette dispersion, et en tout cas de cette hétérogénéité dans le projet. On y reviendra peut-être à un moment. On est traversé par un certain nombre de crises dans un certain nombre de groupes, et c'est un assez gros révélateur en fait du fait que il y en a certains qui s'estiment plus légitimes que d'autres, qui s'estiment dans le vrai quand d'autres sont totalement déviants par rapport aux fondamentaux du projet, etc., etc. Et donc on a un mouvement qui pour ça est assez violent, peut-être assez violent, dans lequel il y a des conflits internes excessivement durs. Et vu la période politique, sociale, etc., il me semble que la condition du fait qu'on reste un peu solide et lisible et entendu, c'est qu'on soit unis. Voilà. Ça serait pire que tout, que d'avoir un mouvement emmaüsien qui passe plus de temps à se fracturer qu'à aller gueuler auprès des pouvoirs publics. Donc ça, on a un sujet très fort là-dessus, d'unité du mouvement. On a, et peut-être, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais... hélas peu. Hélas peu, donc je vais aller vite. Ouais. Mais on a un sujet de... ça revient à la question que posait Lucille Schmitt au début. Tout se technicise beaucoup. Voilà. Tout se professionnalise beaucoup. Tout doit être un peu plus encadré, un peu plus corseté. Et comment est-ce qu'on garde une fibre militante, révolutionnaire, d'innovation sociale, etc., quand vous devez rentrer dans des cases? Voilà. Alors, ça paraît caricatural peut-être, mais il y a une réalité très forte autour de ça. Je vais vous prendre 2 exemples. Le premier, c'est la question des filières de réemploi. Bon, c'est notre cœur de métier, de récupérer, de remettre à niveau, de vendre, etc. Et maintenant, depuis que c'est rentré dans le droit, cette question de l'économie circulaire, c'est une très bonne chose, politiquement, on peut s'en réjouir. Pour autant, ça rentre dans le droit, donc on encadre un petit peu plus. Voilà, on structure un peu plus, on impose un peu plus de choses. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, si vous voulez bénéficier d'un peu de reversement de la part des filières parce que vous traitez énormément de déchets de cette filière-là, vous devez faire de la traçabilité. Voilà. Donc, cette traçabilité, c'est lourd. C'est des codes barres sur les trucs, c'est vous pesez, vous suivez tout. On est très exactement capable de savoir à l'échelle d'un groupe combien de textiles ils ont récolté, combien ils ont recyclé, importé, revendu, etc. etc. Ça, dans les pratiques, on se fait encore régulièrement tenser par des groupes qui disent « mais je ne suis pas venu chez Emmaüs pour ça ». Et ça nous pollue, et ça nous éloigne du social, etc. Bon, et comment est-ce qu'on se réapproprie ce truc-là? Vous trouverez des gens, malgré tout, qui vont défendre ça, d'abord en disant qu'on n'a pas le choix. Et ensuite, est-ce qu'on ne peut pas en faire un levier?
de formation au numérique pour les compagnes et des compagnons, de nouvelles activités éventuellement, de valorisation de ce qu'on fait, d'être un peu plus visible aussi, parce que du coup on a des chiffres à mettre en face et ça peut être intéressant dans le débat public, etc. etc. Mais donc on est évidemment assez percuté par tout ça, et de la même manière, avec les crises qu'on a, on a certaines communautés qui sont en grève, où il y a des accusations assez graves de dysfonctionnement, voire de maltraitance. L'administration, donc la direction de la cohésion sociale, avec qui nous avons un agrément pour sécuriser juridiquement les communautés, elle nous dit il faut que vous ayez plus de contrôle sur elles. Nous, la fédération. Quand on s'est construit comme étant un mouvement de base, voilà, où l'autonomie vient du terrain, l'initiative vient du terrain, etc. Et donc, évidemment, vous êtes un peu dépendant de cet agrément-là. Et c'est entendable que l'État vous dise vous portez un agrément au nom de tous, donc il faut que vous soyez en capacité de le faire respecter. Et pour autant, vous avez en face des gens qui vous disent mais si vous nous cadrez et que vous nous corsetez, le projet, il meurt. Ouais. Voilà. Et comment vous réussissez à garder votre autonomie et votre identité quand vous êtes évidemment un peu tributaire de tout ça? Lucille Schmitt, une dernière brève question pour une non moins brève réponse. Ça sera difficile. Ce qui me semble passionnant chez Emmaüs, c'est le fait qu'il y a une articulation entre l'échelle locale, l'échelle nationale, l'Europe et l'international. Je voulais vous entendre là-dessus parce que ce qui est important, c'est que dans le projet de l'abbé Pierre, il n'y a jamais eu de séparation entre l'accueil en France, les chiffonniers français, et une action, une influence à l'échelle internationale. Au fond, il y a l'idée d'une société mondialisée et qu'il ne faut pas mettre des frontières entre l'international et la France. Je pense que c'est important de le dire aujourd'hui. Tariq Daher. Alors c'est vrai que c'est peu connu, mais l'abbé Pierre est considéré que son héritier devait être, son légataire universel devait être Emmaüs International, qui est une structure qui regroupe toutes les structures emmaüsiennes à travers le monde, et il y en a sur les 5 continents. Voilà. C'est à peu près 450, 500 structures qu'on a dans le monde entier, beaucoup en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, etc. Donc c'était un message, c'était pas tant la mondialisation que l'universalité du message. Voilà. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la situation de l'humanité dans son ensemble, et il y a eu de très très beaux moments de cette dynamique internationale. On a par exemple, pendant le coup d'État au Chili, Emmaüs Chili, avec l'aide d'Emmaüs International, s'était vachement mobilisé pour extraire des personnes qui étaient en danger sous la dictature Pinochet, etc. On a eu des moments de solidarité internationale hyper intéressants. Donc on a le combat, on a un manifeste universel. Voilà, on a des valeurs qu'on essaye de porter à l'échelle mondiale, des combats de plaidoyer notamment, mais pas que évidemment, autour des migrations, autour de l'économie circulaire, autour de la fin, en tout cas l'évolution du modèle capitaliste, etc., qu'on essaye de porter dans des enceintes à l'ONU, où on va régulièrement, voilà, donc on travaille un petit peu là-dessus. Donc oui, il y a un message universaliste qui est important et qui est d'autant plus fort qu'il s'appuie sur des réalités de terrain local. Normalement, on estime qu'on est assez légitime à parler de là d'où on est, et donc il faut trouver la bonne articulation entre ces deux échelles-là. Mais déjà, si on arrivait à faire changer les choses à l'échelle française, ce serait pas mal. L'échelle intermédiaire est celle du Parlement européen. Et donc, on essaye, là aussi, de faire que nos groupes emmaüsiens soient un peu mobilisés sur cette question citoyenne pour que les élections européennes, par exemple, qui concernent de très près toute la réalité de notre quotidien. On a vu récemment le pacte migratoire européen. On sait qu'il y a des choses sur l'économie circulaire, etc., qui sont en discussion au Parlement. Bref, c'est ces échelles-là qu'il faut articuler. Je vous remercie. Je remercie Max Ballon, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire veille aux questions qui touchent à notre financement. Je remercie Adrien Beccaria, qui, pour le studio L'Arrière-Boutique, a enregistré cette conversation. Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent. N'oubliez pas que votre contribution à notre fonctionnement est essentielle, elle est même essentielle à la poursuite de notre fonctionnement, et à dimanche prochain.